Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur la dynamique des écoulements dans le modèle du liquide parfait. Donc nous sommes bien toujours dans le modèle du liquide parfait comme on le voit dans le plan du cours qui est rappelé ici. Et les hypothèses en liquide parfait sont la continuité, le cisaillement nul et le fait que le liquide soit incompressible. Voyons donc comment appliquer ces hypothèses aux équations fondamentales que nous avions développées, équations qui sont tout à fait générales puisqu'à ce stade-là, nous n'avons fait aucune hypothèse particulière sur l'écoulement. Commençons par l'équation de continuité. Comme le fluide est incompressible, la masse volumique ρ est une constante, elle disparaît donc ici, elle ne varie pas dans le temps, et on peut la sortir des trois dérivés, ce qui nous donne cette expression-ci de l'équation de continuité d'un fluide incompressible. Pour l'équation de mouvement, il va nous falloir trouver une manière d'exprimer ces contraintes ou une manière d'exprimer des équations de mouvement générales qui sont valables avec les hypothèses qu'on a faites. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire ici pour établir ces équations d'Euler. On va partir de l'équation de mouvement ou de quantité de mouvement générale qui sont en fait identiques dans notre cas puisque la masse volumique est constante. On a représenté ici les contraintes, les forces qui s'exercent sur les différentes facettes et on voit qu'on n'a que des contraintes normales qui s'exercent et qui sont dues en fait à la pression comme on l'avait vu déjà dans le passé simplement en hydrostatique. On a également des forces massiques qui s'appliquent, donc forces dans la direction X, Y et Z. Ces composantes grand X, grand Y, grand Z ont les dimensions d'une accélération. Et si on combine toutes ces forces pour écrire l'équation dans la direction X, on a bien les forces massiques qui s'exercent sur notre volume dx, dy, dz. On a le bilan des forces de surface dans la direction X, donc P, la pression qui s'exerce sur une facette dy, dz, qui nous donne la force de pression sur la facette arrière, et puis la force de pression sur la facette avant, due à la pression plus un petit incrément de pression dans la direction dx. Et tout ça, c'est égal à la variation de quantité de mouvement ou à la masse fois l'accélération. On retrouve l'accélération ici. On peut évidemment simplifier l'équation. On peut développer aussi le terme du dt et on retrouve cette forme 4 des équations. Si on fait la même chose dans les trois directions, eh bien on obtient les trois équations d'Euler et avec l'équation de continuité qui est rappelée ici, ce sont les équations qui vont régir le mouvement du liquide dans le modèle du liquide parfait. Alors pour établir ces équations d'Euler, comme on l'a dit, on avait plusieurs manières de faire et on aurait pu aussi directement partir de la forme générale des équations de mouvement avec ces expressions générales des contraintes et appliquer directement les hypothèses du liquide parfait, à savoir que toutes les contraintes qui ne sont pas normales, donc les sigma ij pour i différent de j, qui représentent toutes les contraintes tangentielles, sont nulles. Donc tous ces termes-ci sont nuls, et on n'a que les termes qui sont mis en évidence ici, qui sont les contraintes normales sur les facettes, dues à la pression, qui sont non nulles. Si on applique cette hypothèse, les équations se transforment sous cette forme-ci, qui est la même que la forme vue précédemment. Voyons maintenant comment particulariser ces équations au champ de la gravité, qui est le champ d'accélération dans lequel nous nous trouvons. Donc, si les forces massiques qu'on a décrites dépendent d'un potentiel, on peut les écrire comme ceci. On va appeler ce potentiel U, et dans le champ de la gravité, ce potentiel sera moins Gz, donc le potentiel dû à la gravité. On peut appliquer ça à nos équations, donc on a la forme générale ici, où grand X est remplacé par du dx, et en appliquant le potentiel U qui est dû au champ d'accélération de la gravité, on obtient ce terme-ci. Alors on voit qu'en fait on a un terme en ddx ici avec la pression, un terme en ddx ici avec z, dû au champ de force massique de l'accélération de la gravité. On peut les combiner de cette manière-ci dans le membre de gauche. Et puis pour le membre de droite,
qui revient en fait à cette expression-ci, on peut le transformer un petit peu en ajoutant et retranchant des termes équivalents. Donc ici, on a ajouté v dv dx, puis on l'a retranché ici, moins v dv dx. On a ajouté w dw dx, et on l'a retranché ici, donc on a moins w dv dx. Et en écrivant l'équation de cette manière-là, on va pouvoir faire apparaître plusieurs choses. Tout d'abord, si on regarde ce premier terme-ci, on se rend compte qu'on peut le développer de la manière suivante. On se rend compte en fait que c'est égal à la dérivée en x de v carré sur 2, puisque on a ici u carré, v carré, w carré, qui sont les trois composantes de la vitesse, et donc on a d dx de v carré sur 2. Ça va nous permettre de transformer l'équation 3 de la manière suivante, comme indiqué dans l'équation 4. Donc ici, on a bien d dx de v carré sur 2, qu'on va faire passer dans le membre de gauche. Et avec g, ça devient v carré sur 2g. C'est une dérivée en x, donc on groupe toutes les dérivées en x dans ce terme-ci. D'autre part, on va pouvoir aussi constater que les termes qu'on a mis ici dans le membre de droite, en fait, ce sont des éléments du vecteur tourbillon. Donc on a par exemple ici dv dx moins du dy qu'on retrouve dans la composante oméga 3, et on a du dz moins dw dx qu'on retrouve dans la composante oméga 2. Ça nous permet d'écrire l'équation 5, dans laquelle, dans le terme de gauche, on a mis en évidence une quantité qu'on va définir comme étant la charge. Donc z plus p sur ρg ou p sur gamma plus v carré sur 2g, c'est la charge. Et dans le membre de droite, on retrouve les composantes du vecteur tourbillon et du dt. Alors, la charge, elle est donc définie comme ceci, et on voit qu'on peut retrouver dans la charge une partie, un élément qu'on avait déjà vu, qui est la cote piézométrique, z plus p sur gamma. Alors attention, la charge, on va l'écrire avec un h ronde comme ceci, et la charge, c'est bien z plus p sur gamma plus v carré sur 2g. La cote piézométrique, par contre, on va l'écrire avec h aussi, mais un h droit, et ce sera z plus p sur gamma. Donc à ne pas confondre. On peut évidemment faire cette manipulation dans les trois directions et on obtient alors ces trois expressions-ci où on a la dérivée en x de la charge, dérivée en y de la charge, dérivée en z de la charge et les termes du membre de droite qui dépendent notamment du vecteur tourbillon. On va examiner à partir de ces équations 4 cas possibles. Les cas où l'écoulement est rotationnel ou bien irrotationnel, ce qui va avoir une influence sur les valeurs des termes du vecteur tourbillon, et les cas où l'écoulement est permanent, donc il ne varie pas dans le temps, ou transitoire quand il varie dans le temps. Commençons par le cas de l'écoulement irrotationnel permanent. Si l'écoulement est irrotationnel, tous les termes oméga du vecteur tourbillon sont nuls par définition de l'écoulement irrotationnel. En outre, si l'écoulement est permanent, toutes les variations dans le temps sont nulles également. C'est le cas pour les termes de vitesse, c'est le cas pour la charge aussi, et on en déduit donc que la charge h va être constante puisque toutes ces dérivées en x, en y, en z et en t sont nulles. Et cette équation qui nous dit que la charge est constante partout dans l'écoulement, c'est l'équation de Lagrange. Alors, que peut-on faire de cette équation qui a priori paraît très très simple? Elle nous dit simplement que la charge est constante. Eh bien, par exemple, ça va nous permettre de calculer l'écoulement à la sortie d'un réservoir. Si on regarde, donc, si on considère le cas d'un réservoir dans lequel le niveau reste constant, et il est muni d'un orifice par lequel l'eau peut s'écouler à une vitesse qu'on va essayer de déterminer. On sait qu'on va pouvoir appliquer l'équation de Lagrange. Pourquoi? Donc si on peut appliquer l'équation de Lagrange, ça veut dire qu'on est dans un modèle de liquide parfait irrotationnel. On n'a pas vraiment de frottement, pas de cisaillement, donc on a essentiellement la pression normale qui va jouer un rôle. Et d'autre part, on peut considérer que cet écoulement est un écoulement qui
qui est effectivement irrotationnel, c'est un écoulement qui est accéléré. On a une vitesse nulle dans le réservoir et puis une accélération de l'écoulement pour avoir ce jet d'eau qui va quitter le réservoir. Donc un écoulement qui est accéléré de la sorte est un écoulement qui en général correspond bien aux hypothèses qui nous mènent à l'équation de Lagrange. Ça va nous permettre d'écrire que la charge au point A est égale à la charge au point B, juste ici à la sortie. Si on développe cette expression HA égale HB, on l'écrit tout simplement comme ceci, donc ZA plus PA sur gamma plus VA carré sur 2G. Alors, ZA, si on prend comme niveau de référence le niveau en B, on aura la différence entre ZA et ZB qui vaut H. La pression au point A, c'est la pression atmosphérique puisqu'on est à la surface libre. Et la vitesse en A, elle sera nulle puisqu'on a dit que l'eau dans le réservoir était au repos et qu'elle s'accélérait à la sortie. Pour la charge en B, on a le niveau en B qui est nul si c'est notre niveau de référence, ou bien on peut le prendre à un autre niveau et écrire ZA moins ZB comme on l'a écrit ici. La pression au point B, eh bien elle est nulle aussi puisque le point B est en dehors de la cuve, il est à la sortie, donc il est simplement soumis à la pression atmosphérique si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de pression à l'intérieur du jet, et cette hypothèse est raisonnable. Et puis il nous reste la vitesse à déterminer. Donc ça nous permet de réduire l'expression comme ceci et d'en déduire la vitesse en B, racine de 2GH, qui revient en fait à l'équation de Torricelli qu'on avait, si vous vous en souvenez bien, déjà utilisée dans le cas du déversoir. Donc voilà, l'équation de Lagrange nous permet par exemple de calculer l'écoulement qui sort d'un réservoir, pour autant que les hypothèses soient respectées. Voyons maintenant ce que deviennent les équations si on est dans le cas irrotationnel transitoire. Dans ce cas, on a toujours tous ces termes issus du vecteur tourbillon qui disparaissent. Par contre, les dérivées dans le temps ne sont plus nulles. Donc UV et W, leurs dérivées dans le temps ne sont pas nulles, tout comme la charge. Ça va nous permettre d'écrire par exemple dans la direction X, G dH dx qui est égal à moins du dt, donc on a simplement repris la première partie de l'équation 1. Comme on a fait l'hypothèse que l'écoulement était irrotationnel, ça veut dire que les vitesses dérivent d'un potentiel, du potentiel phi par exemple, qu'on peut les écrire comme ceci. Et donc si on applique ça dans l'équation 3, on a la dérivée seconde de phi par rapport au temps et par rapport à x ici. On peut grouper toutes les dérivées en x pour écrire qu'on a la dérivée en x de la charge plus 1 sur g des phi dt et que ça c'est nul. On peut faire la même chose dans les trois directions pour arriver à ces expressions-ci qui nous montrent qu'en fait la charge plus 1 sur g des phi dt est égale à une fonction du temps uniquement puisque les dérivées en x, en y et en z, comme on le voit grâce à l'équation 4, sont toutes nulles. Donc l'intégrale nous donne une fonction qui varie uniquement dans le temps. Mais par contre, il faut tenir compte de la variation dans le temps aussi du potentiel. Alors, on vient de compléter en fait tous les cas d'écoulement irrotationnel qui sont repris dans le tableau, dans ce tableau-ci. On va maintenant s'intéresser au cas d'écoulement rotationnel, donc quand le rotationnel n'est pas nul. Alors on avait défini les lignes de courant et les trajectoires comme ceci, et lorsque l'écoulement est permanent, les lignes de courant et les trajectoires coïncident. Donc pour rappel, les lignes de courant sont des lignes qui sont partout parallèles au vecteur vitesse, et si les vecteurs vitesse ne changent pas dans le temps, donc on est en écoulement permanent, les lignes de courant vont coïncider avec les trajectoires. Ce qu'on va faire ici, c'est d'écrire la dérivée de la charge, la dérivée totale de la charge, le long d'une trajectoire. Et donc on développe dH ds en dérivée totale comme ceci, en tenant compte du fait que la charge h varie en x, en y, en z et en t. Donc on a dH dx
fois alors la dérivée dx par rapport à ds, puisqu'on dérive par rapport à la trajectoire, donc un petit élément de distance le long de la trajectoire. On a dh dy fois dy ds, dh dz fois dz ds, dh dt fois dt ds. Et si on se sert de des équations ici de définition le long de la trajectoire, on se rend compte que dx ds, donc en prenant cette égalité-ci et celle-ci, donc l'égalité entre dx sur u et ds sur v, eh bien dx ds c'est égal à u sur v. On peut faire la même chose pour dy ds qui devient petit v sur grand V, donc grand V la norme de la vitesse, pour dz ds et pour dt ds qui devient simplement 1 sur v. Ça nous permet de réécrire l'équation de la dérivée le long de la trajectoire de cette manière-ci. Et puis on va pouvoir développer chaque dérivée particulière de la charge grâce aux équations qu'on a développées précédemment. Donc en fait dh dx, on va le développer comme ceci, dh dy comme ceci et dh dz comme ceci. Donc si on injecte toutes ces dérivées dans l'équation 2, on obtient l'équation 3 qui nous exprime toujours la dérivée de la charge le long de la trajectoire. Et en fait, en regardant bien cette équation 3, on voit qu'une série de termes vont s'annuler. On a ici uv, enfin 2uv oméga 3, et ici on a moins 2uv oméga 3. Donc ces deux termes-ci vont s'annuler. De la même manière, les deux termes ici en oméga 2 vont s'annuler puisqu'ils sont tous les deux multipliés par 2uw, une fois avec un signe plus, une fois avec un signe moins. Et de la même manière, les termes en oméga 1 vont s'éliminer aussi. D'autre part, on a fait l'hypothèse que l'écoulement était permanent, donc toutes les dérivées dans le temps disparaissent également. Et finalement, on en arrive à dire que la dérivée de la charge le long d'une trajectoire est nulle, et ça c'est l'équation de Bernoulli. Donc de la dérivée de la charge qu'on a calculée au départ le long d'une trajectoire, on voit qu'il ne reste plus rien parce que tous les termes se sont annulés. Si l'écoulement est transitoire, toujours rotationnel mais transitoire, par rapport au cas précédent, on a toujours tous ces termes-ci qui s'annulent. Par contre, les dérivées dans le temps, elles, ne sont pas nulles. Donc notre équation de dérivée de la charge le long de la trajectoire s'écrit comme ceci, où on a toute une série de dérivées dans le temps. Si on regarde bien ce terme-ci, u du dt plus v dv dt plus w dw dt, on remarque, comme on l'avait déjà vu précédemment, que ça revient à la dérivée dans le temps de v carré sur 2g. On l'avait fait juste avant pour la dérivée en x, mais le principe reste le même pour la dérivée dans le temps. Et donc, à travers ce terme-ci, c'est v carré sur 2g qu'on a fait apparaître. Notre équation 4 devient donc l'équation 5, comme ceci, où on a ici, dans le membre de droite, la dérivée dans le temps de la charge, moins la dérivée dans le temps de v carré sur 2g. Or, la définition de la charge, c'est z plus p sur rho g ou p sur gamma plus v carré sur 2g. Si on lui soustrait v carré sur 2g, il ne nous reste plus que z plus p sur gamma, qui est égal à la cote piézométrique h, donc h droit, comme on l'avait dit. Ça nous permet d'écrire l'équation sous cette forme-ci, dh ds, donc dérivée de la charge le long d'une trajectoire, qui est égale à 1 sur v fois la dérivée de la cote piézométrique dans le temps. On peut compléter notre tableau avec toutes les expressions qu'on vient de montrer, et on voit que donc en écoulement permanent, on a deux équations qui vont nous être particulièrement utiles, c'est l'équation de Lagrange et l'équation de Bernoulli. Voyons comment on peut appliquer cette équation, l'équation de Lagrange, au cas du déversoir qu'on avait analysé lorsqu'on a vu la méthode de Prasil. Vous vous souvenez qu'on avait construit le réseau d'équipotentiels et de lignes de courant. On avait déterminé la vitesse au point S en appliquant la définition ici de la distance le long d'une ligne de courant, ds psi. Et bien maintenant, on va se servir de l'égalité de charge entre ce point S et un point
qu'on va considérer comme étant situé loin à l'amont, quelque part à l'amont du déversoir, donc dans le réservoir. Et par l'équation de Lagrange, on peut écrire que la charge à ce point amont est égale à la charge au point S. Si on développe et qu'on choisit comme niveau de référence le niveau où se trouve le point S, eh bien on a Z amont, donc le niveau de référence ici au-dessus qu'on avait correspond bien au niveau qu'on suppose être le niveau dans le réservoir, là où l'écoulement est au repos. Donc on a Z amont. Comme on est à la surface libre dans le réservoir, on a 0 pour la pression, et on suppose que c'est un grand réservoir au repos. On est donc bien toujours dans cette hypothèse d'écoulement accéléré qui nous permet d'appliquer l'équation de Lagrange, et donc on a 0 pour le terme de vitesse. Pour le point S, si on choisit de définir les niveaux par rapport à ce niveau-ci, au niveau du point S comme référence, on a 0 pour Z, on a la pression en S qui est ce qu'on recherche, qui est notre inconnu, et on a la vitesse en S. La vitesse au point S, on l'avait calculée juste avant. On peut donc en déduire la valeur de la pression au point S, qui est égale ici à 0,686 mètres. Donc une pression qui est 0,686 mètres au-dessus de la pression atmosphérique. Dans le contexte du modèle du liquide parfait, on va pouvoir aussi définir une série de lois de similitude qui vont être bien utiles lorsqu'on veut par exemple concevoir un modèle réduit. On a ici un exemple pour l'écluse de 1, l'écluse et la centrale hydroélectrique de 1 sur la Meuse, qui a été étudiée en modèle réduit, comme on le voit ici dans ces photos, au laboratoire de recherche hydraulique de Châtelet. Eh bien, on va voir comment on peut établir les équations sur le modèle réduit ou étudier un tel modèle réduit en s'assurant qu'évidemment ce qu'on représente au laboratoire est bien conforme à ce qu'on veut représenter dans la réalité. Comment faire pour cela? Eh bien, on va commencer par définir une série de facteurs d'échelle, lambda, de manière à pouvoir lier les grandeurs dans le modèle réduit, donc ce sont les grandeurs primes, par exemple x', ce seront les dimensions en x dans le modèle réduit, et x, ce sont ces mêmes dimensions dans la réalité qui sont liées par un facteur d'échelle lambda, 1/10, 1/100, selon l'échelle qu'on va se choisir. On aura aussi une échelle qu'on va appeler lambda v, un facteur d'échelle relatif aux vitesses, un facteur d'échelle lambda f relatif aux forces, donc les forces par exemple massiques, grand X, qu'on avait identifié, un facteur d'échelle pour la masse volumique, un facteur d'échelle pour les pressions. Et on va voir quels sont les liens qui doivent exister entre ces facteurs d'échelle pour que l'écoulement dans le modèle réduit soit bien conforme à ce qu'on observe dans la réalité. On va voir qu'en effet, on ne peut pas décider par exemple de travailler à une échelle 1/100 et d'appliquer ce facteur 1/100 à toutes les grandeurs de notre écoulement. On va voir qu'il y a des liens qui sont établis. Alors pour établir ces liens, ce qu'on va faire, c'est vérifier que, aussi bien dans le modèle réduit que dans la réalité, les équations du mouvement s'appliquent. Et on va commencer par l'équation de continuité. Ce qu'on veut, c'est que l'équation de continuité, dont on sait qu'elle est respectée dans la réalité, eh bien on veut qu'elle soit respectée aussi à l'échelle du modèle réduit. Donc elle doit être vraie pour U', V', W', X', Y', Z'. Grâce au lien qu'on a établi dans l'équation 1 entre x' et x, entre les grandeurs du modèle réduit et du modèle réel, on peut écrire l'équation 4. Et les facteurs d'échelle, évidemment, eux ne varient pas dans l'espace, ils sont constants. Alors on voit que pour l'équation de continuité, c'est assez simple puisqu'on peut mettre en évidence lambda v sur lambda. Et on peut donc les sortir de l'équation, ce qui nous montre que l'équation de continuité est en effet bien respectée. Donc l'équation de continuité ne nous apprend rien sur les facteurs d'échelle, sur les liens entre les facteurs d'échelle, puisqu'on voit que quelles que soient les valeurs qu'on va adopter pour lambda v et lambda, l'équation de continuité sera toujours vérifiée. C'est une bonne chose, mais ça ne nous aide pas pour définir les facteurs d'échelle. Pour cela, on va devoir travailler avec l'équation de mouvement, donc l'équation d'Euler qu'on vient de développer.
Alors, l'équation de l'air dans la direction X, elle est rappelée ici dans l'équation 2. Et de nouveau, cette équation, on sait qu'elle est valable dans la réalité, et on veut qu'elle soit valable aussi dans le modèle réduit, donc avec les grandeurs primes. On va dans l'équation 3 remplacer toutes les grandeurs primes par les grandeurs obtenues ici avec les facteurs d'échelle. Ça nous donne l'équation 4. Donc par exemple pour le premier terme, la pression, ça nous permet de faire apparaître lambda P ici au numérateur et lambda ρ pour la masse volumique et lambda pour X au dénominateur. On fait ça pour tous les termes et on voit qu'ici on ne peut plus mettre de façon simple les termes en évidence. Par contre, si on veut que les équations 4 et 2 soient équivalentes, que toutes les équations, en fait, que ce soit dans la réalité ou dans le modèle réduit, soient équivalentes, il faut que tous ces rapports de facteurs d'échelle devant tous les termes soient égaux. Et ça, c'est ce qu'on a exprimé dans l'équation 5. Donc il faut que ce facteur-ci, lambda p sur lambda ρ lambda, soit égal à lambda f, soit égal à lambda v au carré sur lambda, et soit égal à lambda v sur lambda t. Donc on impose cette égalité. Ça veut dire si ces égalités sont respectées, alors on a bien la similitude. Maintenant, comment à partir de là choisir ces facteurs d'échelle? Eh bien, une première chose, c'est que on va définir que l'échelle des forces, donc lambda f ici, sera égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans le champ de la gravité, aussi bien dans la réalité que dans le modèle réduit. On ne construit pas notre modèle réduit sur la Lune, a priori, on est sur Terre, on est soumis à la même gravité, donc lambda f, par la force des choses, sera égal à 1. Et grâce à cette égalité, grâce à ce 1 qui arrive ici, on va pouvoir trouver des liens entre les autres facteurs d'échelle. Donc c'est ce qu'on exprime dans les équations 6 et 7. Si on prend ce terme-ci, qui doit être égal à 1, on en déduit que l'échelle des vitesses doit être égale à l'échelle géométrique qu'on se choisit, exposant 1/2. Donc si on choisit une échelle géométrique 1/100, ça veut dire que l'échelle des vitesses ne sera que de 1/10 par exemple. On peut faire de même avec le dernier terme, lambda v sur lambda t, et on en déduit que l'échelle de temps, lambda t, est la même que l'échelle des vitesses, c'est-à-dire l'échelle géométrique exposant 1/2, donc la racine de l'échelle géométrique. Voyons ce qu'on peut faire pour le premier terme qui contient les pressions. On a cette égalité-ci, et on en déduit que lambda p est égal à lambda ρ fois lambda. Alors, lambda ρ, c'est l'échelle liée au liquide. Si on représente, comme si c'était illustré sur la photo, un barrage et une écluse sur un cours d'eau comme la Meuse, on travaille avec de l'eau et on va évidemment travailler avec de l'eau aussi dans le modèle réduit. Donc lambda ρ sera égal à 1. Ce qui nous permet d'écrire que l'échelle des pressions doit être égale à l'échelle géométrique. Alors, avec cette échelle des pressions qui doit être égale à l'échelle géométrique, en fait, on se rend compte qu'on a un problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si dans la réalité, à la surface de l'eau, on a la pression atmosphérique qui règne, et qu'on a choisi une échelle géométrique d'1/100, il faudrait qu'au même endroit, donc à la surface de l'eau, dans le modèle réduit en laboratoire, règne une pression qui soit égale à 1/100 de la pression atmosphérique. Ça, c'est problématique. On ne va pas travailler dans des locaux pressurisés pour faire ces essais. Donc il nous faut trouver une manière d'exprimer une échelle de pression qui soit compatible avec la réalité. On va faire ça en se souvenant que la pression, elle est définie à une constante près. Déjà, par exemple, on travaille en pression effective qui est définie par rapport à la pression atmosphérique. Donc, on peut très bien dire que l'échelle de pression, ce sera égal à que la pression dans le modèle réduit sera égale à lambda p fois la pression dans le modèle réel, plus une constante, puisque la pression peut être définie à une constante près. Et donc on ajoute ce terme-ci, qui est constant, 1 moins lambda p fois la pression atmosphérique. Ça nous permet de garantir que lorsqu'on a la pression atmosphérique dans la réalité, on aura effectivement la pression atmosphérique dans le modèle réduit, puis grâce à ce terme-ci. Mais par ailleurs, on peut voir aussi, comme c'est exprimé dans l'équation 10,
qu'avec cette modification de la définition de la pression à l'échelle du modèle réduit, on garantit bien que les différences de pression seront mises à la bonne échelle. En effet, si on a une différence de pression delta P' dans le modèle réduit, on va l'écrire comme P2' moins P1'. Si on développe avec l'équation 9, on obtient ceci, et on voit que ça revient à écrire lambda P, l'échelle de pression, fois la différence de pression qu'on a dans la réalité. Et donc les différences de pression respectent bien l'échelle initiale lambda P, mais par contre, les endroits où on a la pression atmosphérique sont bien garantis comme restant à la pression atmosphérique. On peut continuer à appliquer tout cela à d'autres grandeurs de l'écoulement, par exemple le débit, la circulation, comme on le voit ici. Pour le débit c'est l'intégrale de V dA. On peut donc déduire que l'échelle lambda Q des débits, ce sera égal à l'échelle des vitesses fois l'échelle géométrique lambda au carré. Et comme on sait que l'échelle des vitesses lambda V, c'est lambda exposant 1/2, on en déduit donc que l'échelle des débits, c'est l'échelle géométrique exposant 5/2. Ça nous permet de faire le lien, encore toujours dans cet exemple-ci. Si on a un certain débit qui s'écoule dans la Meuse, pour le cas qu'on veut considérer, eh bien on doit reproduire en laboratoire ce débit à l'échelle lambda exposant 5/2 pour que l'écoulement corresponde à celui qu'on a dans la réalité. On peut faire le même raisonnement pour la circulation, K, qui est définie comme l'intégrale de V ds, donc ds est un élément de contour, et on en déduit que l'échelle de circulation, lambda K, est égale à l'échelle géométrique lambda exposant 3/2. On sait aussi que la circulation est égale à 2 fois l'intensité tourbillonnaire, donc les échelles lambda k et lambda i seront égales. Et ça va nous permettre d'examiner la manière dont des tourbillons éventuels dans l'écoulement se transforment à l'échelle, en utilisant la définition de l'intensité tourbillonnaire ici, qui est l'intégrale de oméga dA. Ce qu'on cherche, c'est l'échelle lambda oméga ici, et on peut déduire de l'équation 14 qu'elle est égale à l'échelle géométrique moins 1/2. Et donc ça veut dire que pour le cas des tourbillons, en fait ceux-ci seront proportionnellement plus grands dans le modèle réduit que dans la réalité. Donc le fait de créer un modèle réduit dans lequel on s'attend à voir des tourbillons apparaître, eh bien ces tourbillons auront l'air plus grands dans le modèle réduit que dans la réalité, alors que pour toutes les autres grandeurs, elles seront plus petites dans le modèle réduit que dans la réalité. Voilà, ceci termine ce cours et la série de cours sur le modèle du liquide parfait. Ici, nous avons parlé de la dynamique des écoulements. Nous allons maintenant, dans les cours suivants, voir les autres modèles de liquide, ce qui nous permettra d'identifier aussi les limites, mais les forces du modèle du liquide parfait. À bientôt!